Bonjour, le monde de demain, c'est la nouvelle émission économique de Via Mirabel, organisée en partenariat pour ce troisième numéro, comme pour les deux précédents, avec le club entreprise Rive de Moselle. Dans ce numéro, il sera question de la relance, en compagnie de 4 invités, 4 représentants des secteurs du commerce, de l'industrie, du TP et de l'attractivité au sens large. Je les accueillerai dans un instant, mais d'abord, pour poser le sujet de la relance, je vous propose d'entendre Liliane Lint. Bonjour Liliane. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Chambre de métiers de la Moselle. Oui. À vos côtés, Fabrice Ginter. Bonjour Fabrice. Bonjour. Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et face à vous, comme d'habitude, j'allais dire, Bernard Nucci, le directeur général de Malezieux et surtout ici le représentant du club entreprise Rive de Moselle, dont vous êtes le président. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Commençons avec vous, Liliane Lint, si vous le voulez bien. Il était logiquement beaucoup question pendant la crise sanitaire des soignants que nous avons valorisé, mis en avant, mais les artisans, eux aussi, d'une certaine façon, ceux qui ont continué à exercer, ont été très présents et mobilisés aussi pendant cette crise. Oui, les métiers de bouche surtout, puis les métiers un peu en urgence comme les chauffagistes, les plombiers et eux, ils ont été en première ligne, ces personnes-là, ces artisans-là. Et c'est vrai que, heureusement, parce que comme les artisans, bien souvent, c'est des métiers de proximité. Et donc, la proximité veut bien dire qu'on est là pour les personnes et que tout ne peut pas s'arrêter. C'est vrai que d'autres métiers ont été obligés de s'arrêter. Je parle de la coiffure. Voilà, on a dû, à partir du 16 mars, on a dû fermer les salons, comme bien d'autres entreprises. Et c'est vrai que ça a jeté un peu une angoisse aussi, une anxiété. Et au niveau de la Chambre des métiers, heureusement, on a su rebondir parce que tous nos agents ont été mis en télétravail depuis le 17 mars. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite eu une réactivité, justement, parce qu'avec l'annonce de tout ce que nous donnaient jour après jour, les aides possibles et tout, donc on a vraiment continué à œuvrer pour les artisans, pour ne pas les laisser dans ce monde qui devenait anxiogène, pour les entreprises, aussi bien pour celles qui étaient encore ouvertes que pour celles qui ne savaient pas leur devenir. Et donc on a fait vraiment, dans les quartiers, dans les villes, il fallait vraiment intervenir. Et donc là, nos agents, que moi j'ai appelé avec beaucoup de plaisir les soignants de l'artisanat. Parce que franchement, tout le monde a été là, 100% de nos collaborateurs ont réagi pour que vraiment personne ne soit laissé au bord de la route. Pendant cette crise, si j'additionne les deux, vous avez eu entre 12 13 000 coups de fil, que ce soit des appels sortants ou des appels entrants, pour rassurer et aussi pour informer, puisque les informations qui nous parvenaient, étaient très nombreuses et parfois se contredisaient entre le matin et l'après-midi. Oui, c'est pour ça que je vais vous donner les conseillers qui ont répondu à plus de 3 500 appels téléphoniques et plus de 3000 mails pour guider justement toutes les entreprises dans la mise en place des aides créées pour soutenir l'économie. D'ailleurs, je tiens particulièrement aussi à remercier la mobilisation de l'État, de la région et des collectivités territoriales qui ont aidé les entreprises. Nous avons contacté plus de 8500 entreprises jusqu'au déconfinement. Dans les deux cas, nous les avons surtout écoutées. Parce que ça aussi, c'était important de trouver aussi une personne derrière l'appareil qui écoutait l'angoisse, qui écoutait qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi j'ai droit. Et donc tout ça, c'est vrai que nos collaborateurs ont été très prompts à leur répondre et à leur spécificité aussi, parce qu'entre tous les aides, c'est vrai que c'était pas très facile non plus de dire, voilà, pour un boulanger, pour un coiffeur, pour un sanitaire, pour un bâtiment, à quoi j'ai droit. Et donc là, nous avons listé les droits et tout de suite transmis à la personne qui appelait. Et après, c'est nous qui avons lancé aussi un phoning
où nous avons touché plus de 12 000 entreprises quand même. Et ceux qui ne nous ont pas sollicités, justement, ben voilà, on est allé au-devant et on leur a dit, qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourquoi ? Et donc, c'est vrai que l'écoute a été très importante. On a eu des retours vraiment qui ont spécifié qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un à qui parler et de trouver des réponses ajustées à leur situation. Fabrice Ginter, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, vous avez déjà évoqué ici toutes les actions que vous avez menées avec la Chambre pendant le confinement. Alors, je vous propose qu'on passe à l'étape d'après. Vous militez aujourd'hui pour la relance du chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Il faudra qu'à un moment, toutes les entreprises concernées par les prêts, quels qu'ils soient, remboursent. Donc, il faut se refaire de la trésorerie. Oui, voilà, tout le travail qui a été fait, que souligne Liliane Lint par la Chambre de métier, la Chambre de commerce a fonctionné de la même façon. Et en plus, on travaille toujours en étroite collaboration en Moselle entre nos deux chambres et c'est un vrai plaisir. La première préoccupation, c'était chômage partiel et trésorerie. Maintenant, on est effectivement dans le chiffre d'affaires. Donc, on est dans le dur, finalement, de ce qui correspond au monde de l'entreprise. Est-ce que des clients sont là ? Comment les dépenses se font ? Et est-ce qu'on va réussir à passer le cap ? Donc, c'est une phase très, très opérationnelle. Et il y a quelque temps, on prévenait déjà que c'était la phase la plus difficile, c'est maintenant. Et clairement, la rapidité aussi avec laquelle on est en mesure de faire cette reprise d'une façon ou d'une autre, avec tous les changements qui s'imposent, parce que nos concitoyens, les consommateurs ne sont plus du tout dans le même état d'esprit qu'avant. Ces accompagnements, en revanche, il faut absolument qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires dans tous les secteurs d'activité. Et vous soutenez à la Chambre de commerce et d'industrie tous les secteurs, puisque vous participez aussi bien au rebond industriel qu'au rebond d'achat, au soutien de la filière bâtiments et travaux publics. C'est véritablement tous azimuts. Ah non, mais c'est ça. Je crois que vous savez, la Moselle, c'est 34 000 entreprises. Notre objectif finalement, c'est qu'on s'intéresse à ces 34 000 entreprises et qu'on leur permette de passer le cap. Ça sera très compliqué et on voit déjà certains qui ont de grosses difficultés. Pour autant, tous nos secteurs d'activité, vous parliez du bâtiment, c'est vraiment un des secteurs phares sur lequel on peut s'appuyer avec une diversité d'entreprises. C'est vrai aussi sur toute l'industrie et les 12 engagements de l'UMM, là, toutes les fédérations d'entreprises, que ce soit les commerçants, les artisans, les gens des services, tout le monde les appuie. Et c'est ça aussi une des grandes nouveautés de cette période, c'est rassembler tout le monde pour tracer vraiment ensemble. Parce que si on arrive à passer le cap, c'est parce qu'on aura été ensemble et qu'on aura eu une attention particulière les uns pour les autres, mais de façon très concrète derrière. En quelques mots, puisque tout à l'heure nous aurons sur ce plateau Philippe Courqueux, le directeur général de l'agence d'attractivité Inspirmes, dont vous êtes le premier vice-président. En matière d'attractivité aussi, on sent qu'aujourd'hui, toutes les régions, toutes les villes, tous les départements, je ne dis pas sont en concurrence, mais mettent le paquet, pardonnez-moi l'expression, pour refaire venir des touristes chez elles, chez eux. Ah mais c'est clair. Alors, la concurrence, elle est énorme. Elle est énorme et puis les données ont changé. Elle est franco-française. Ah non mais c'est ça. On est aujourd'hui dans un autre finalement univers géographique. La chance qu'on a, nous, c'est qu'en plus de la région Grand Est à la base, on a aussi Luxembourg, Belgique et une partie de l'Allemagne avec des habitudes très fortes. Donc on a un réservoir vraiment considérable. Et avec l'agence Inspirmes et différentes collectivités, on pousse vraiment des campagnes d'attractivité pour faire venir, parce qu'on a beaucoup d'atouts, que ce soit le centre Pompidou, que ce soit la ville verte. Tout le côté vert est devenu quelque chose d'important. La partie écologique aujourd'hui imprègne complètement finalement la vision de nos concitoyens, l'architecture. Donc ça, c'est une première grosse opération. On va faire une autre opération avec le département là-dessus, et d'ailleurs la Chambre des métiers le fait avec nous aussi. Mais clairement, l'enjeu, c'est faire connaître, finalement, sur un périmètre... Avant, on touchait plus l'Europe. Aujourd'hui, le Grand Est, faire venir des gens de Reims, de Strasbourg, etc., sur Metz et la Moselle, et tous nos frontaliers autour, c'est un véritable enjeu. C'est l'enjeu. Et ça, je pense qu'on peut y arriver très certainement, et que cette période Covid là, peut peut-être nous donner des ouvertures qu'on n'avait pas travaillées jusqu'à présent. Et on y va à fond. Bernard Nucci, vous êtes le président du club entreprise Rive de Moselle et directeur général de Demain les Yeux. Pour rebondir sur ce que disait précédemment Fabrice Ginter, vous avez aussi le sentiment qu'il se passe quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, que le monde de demain ne sera pas le monde d'hier.
Mais je crois indéniablement. On a vu pendant cette période de crise énormément d'acteurs se mobiliser. Les chambres consulaires, bien sûr, les clubs entreprises, dont le nôtre, mais l'ensemble des clubs entreprises, mais également les syndicats professionnels, les fédérations professionnelles, les syndicats patronaux. Bref, on a vu tous ces réseaux, tous ces clubs se mobiliser et travailler ensemble également. Et c'est important. Et je crois qu'on a passé ce cap-là, je crois, on peut le dire, avec quand même brio, dans le sens où la réaction a été bonne et on avait besoin d'une vraie agilité, d'une vraie réactivité. Je crois que le défi qui s'annonce demain, et puisqu'on parle du monde de demain, est encore plus grand parce qu'effectivement, on parle de la relance économique qui est essentielle et qui est immédiate. On sait que les mois qui s'annoncent, notamment à la rentrée, vont être beaucoup plus compliqués puisque inévitablement, il y a des pans de l'économie qui vont faillir. Il y a des sociétés qui vont avoir de réelles difficultés, effectivement. Et je crois qu'il faut continuer sur cette lancée à travailler en meute, j'ai envie de dire, entre réseaux pour affronter ces difficultés-là, parce qu'effectivement, on sera face à des difficultés d'emploi. Et je pense que le monde de demain peut être effectivement celui-là. Et je rebondis sur ce que disait Fabrice Ginter tout de suite. Tout ça en sachant qu'on a dans cette région, sur ce territoire, de réels atouts. Je crois qu'il faut qu'on se décomplexe un petit peu. On a quelquefois tendance un petit peu à l'auto-bashing. Il faut absolument qu'on se décomplexe parce qu'on a une région qui a de vrais atouts. Géographiquement, on est idéalement implanté. On a un vrai savoir-faire. On a une culture industrielle. Hervé Baudouin nous parlera tout à l'heure de la relance industrielle et de la réindustrialisation de la région. Je crois qu'on a de vrais atouts et il faut croire en ces atouts et y croire ensemble. Merci. En quelques mots, Liliane Lind, à quoi va ressembler la relance dans le monde de l'artisanat? Vous allez l'appuyer sur quoi? La relance commence simplement maintenant tout doucement à se réaliser. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers encore, vu les mesures sanitaires, qui ont plus de difficultés aussi à reprendre comme avant. Je pense que ce ne sera jamais vraiment comme avant. Mais on attend vraiment, voilà, doucement, mais sûrement que tout le monde retrouve son équilibre et puisse... de toute façon, ça a changé, comme vous le disiez si bien. C'est maintenant aussi le numérique. Bon, il y a des métiers comme la coiffure. Heureusement, on ne pourra jamais... il y a des métiers qui vont rester purs et durs. Mais c'est vrai que les gens ont... Traditionnels, voilà. C'est vrai que les gens ont changé leurs habitudes aussi pour consommer. On le voit bien. Les rues, les commerces sont encore assez déserts. Et pour les artisans, en ayant parlé aux électriciens et d'autres métiers, c'est encore difficile parce que les gens ne laissent pas forcément rentrer encore, même avec toutes les mesures sanitaires qui sont prises. C'est vrai que c'est encore assez difficile, mais voilà, à la Chambre des métiers, on a créé un site, une perspective justement qui s'appelle « Relancer mon entreprise ». Et qui est formulé en 3 axes: informer facilement, former efficacement surtout, parce que bon, après la formation reste quand même d'actualité, et accompagner durablement, parce que je pense que ça prendra un certain temps quand même pour relancer tout ça. Nous n'avons pas oublié les apprentis non plus, ça aussi il faut le dire, puisque c'est notre relève de demain. Et dans ces circonstances-là, on a continué aussi à faire l'enseignement à distance. Et c'est vrai que ça a eu un engouement. Et puis là, on a privilégié, nous, de ne pas reprendre les jeunes en CFA pendant cette période de déconfinement, de les laisser justement dans les entreprises. Il y a des petites entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Et donc là aussi, et pour qu'ils apprennent de nouveau la pratique. Donc là, on a décidé d'avancer la rentrée. D'habitude, ça se faisait début septembre et là, on l'a avancé au mois d'août. Donc, pour que vraiment les entreprises aient à disposition et puissent sereinement reprendre leur travail. Merci à tous les trois d'être venus pour ces propos introductifs. Je rappelle, Fabrice Ginter et Liliane Lind, qu'on se retrouvera très très prochainement, puisque tout début juillet, une fois que le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, aura présenté son plan de relance départementale, eh bien vous serez à nouveau invité en compagnie du président Xavier Leron, le président de la Chambre d'agriculture. On se retrouve tout de suite avec les 4 intervenants représentant les 4 filières.
Et ils sont autour de moi les 4 représentants des filières annoncées. Isabelle Toufani, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Printemps, mais surtout ici en tant que présidente de la Fédération des commerçants de Metz. À vos côtés, Thierry Ledrich, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur délégué filiale spécialisé du groupe de Mathieu Barre et vous allez succéder sans doute, puisque je crois que vous n'êtes que le seul candidat, à Patrice Altebourg à la présidence de la Fédération des travaux publics de Lorraine dans quelques jours. En face, Hervé Bauduin, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président de l'UIMM Lorraine et président du conseil de surveillance de Classe France. Et puis à vos côtés, Philippe Courqueux. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes le directeur général de l'agence d'attractivité Inspire Metz. Alors je vous propose évidemment d'évoquer le sujet de ce monde de demain qui est la relance, évidemment, puisque c'est le thème. Mais d'abord, chronologiquement, commençons un peu par le confinement et puis parlons de la reprise avant d'évoquer cette relance. Isabelle Toufani, pour les commerçants, de manière générale, le confinement a été violent. Néanmoins, certains ont réussi à continuer à exercer puisqu'ils en avaient le droit. Tout à fait. Donc tout ce qui était alimentaire a pu continuer à travailler, mais le fait de pouvoir ouvrir cache quand même des grandes disparités, puisqu'en fait nous avons beaucoup de commerces alimentaires qui ont évidemment beaucoup souffert. Je parle par exemple des boulangers, pâtissiers qui n'ont pas pu vendre les gâteaux de cérémonie de famille, et puis comme il n'y avait personne en ville, pas de vente de sandwicherie non plus. Ce dont vous vous êtes aperçu, je le dis peut-être un peu naïvement, c'est que quand il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de commerce, ou inversement, les deux sont étroitement liés. Tout à fait, parce que dès qu'on a réouvert les commerces, on s'est aperçu que le soir, en fait, l'amplitude horaire des commerces dépendait beaucoup de l'attractivité des restaurants et des bars. Et donc, ça donnait, je dirais, une attractivité beaucoup moindre à la ville. Thierry Ledrich, là, comme tous les Français, comme tous les métiers, comme tous les secteurs d'activité, le choc a été brutal. Du jour au lendemain, tous les chantiers se sont retrouvés à l'arrêt. Oui, c'était sidérant, déroutant. Il a fallu un petit temps d'acclimatation, mais très rapidement, dès la mi-avril, dès la publication du guide de l'OPVTP qui nous précisait les mesures sanitaires à appliquer, le secteur du BTP a pu reprendre. Une mobilisation forte des collectivités territoriales, des services de l'État, qui, il faut souligner, nous ont permis vraiment de nous remettre en route avec une vraie solidarité qui est sortie un peu renforcée de cette épreuve. Et qui a permis par contre de montrer qu'il y avait encore des choses à faire, par exemple en matière de transition digitale ou quoi que ce soit, parce qu'on a été parfois pénalisé. Oui, c'est-à-dire que le digital c'est bien, mais au bout il y a quand même toujours une intervention humaine et c'est ce que vous voulez souligner. Oui, c'est ça, il y a l'homme et donc effectivement si la réforme est faite même à 95%, dès lors qu'elle n'est pas faite complètement, dès lors qu'il n'y a pas les réseaux pour pouvoir retransmettre d'une manière avec une bonne qualité, on l'a tous vécu à l'occasion de différentes visioconférences, dès lors que les gens ne sont pas équipés comme il se faut, la chaîne est grippée, il manque un acteur et tout s'arrête. Et puis évidemment, c'est un peu comme dans l'alimentation pour les traiteurs notamment. Le numérique c'est bien, mais il est difficile de se faire servir son repas à travers un écran, quelle que soit la taille de l'écran. Et évidemment, pour les travaux publics, c'est difficile de travailler à travers un écran, même si certaines fonctions support peuvent continuer. C'est notamment la force du BTP, on dit toujours qu'il ne peut pas être délocalisé. Le pendant, c'est qu'il faut effectivement être sur le terrain. Hervé Bauduin, quel a été le taux d'activité de l'industrie de la région Lorraine pendant la période de confinement ? Alors, la région était très affectée, puisque, effectivement, comme nous le savons tous, la maladie a frappé particulièrement fort ici. Donc, au départ, 30% à peu près d'activité seulement. Grande sidération aussi, et puis surtout un temps d'adaptation nécessaire pour mettre en place les mesures sanitaires. Notre branche au niveau national a publié le 18 mars un guide de mesures sanitaires. Je me permets de vous couper, c'est rapide. On est à l'arrêt le 16. Oui. Dès le 18, le national de l'UIMM est capable de... Oui, parce qu'en fait, avant le confinement, il y avait déjà la maladie qui circulait, donc le travail avait déjà commencé avant. Je crois que c'est ce que nous apprend cette crise. On ne sait pas prévoir ce qui va se passer, mais on peut se mettre dans les conditions d'être prêt à y réagir très rapidement. Et ça, je crois que c'est une grande leçon à retenir, de pas anticiper en inventant un avenir, mais en tout cas être prêt à différentes hypothèses. Et donc ce travail a été fait. Grande sidération des entreprises, peur des salariés, peur des organisations syndicales, un chef d'entreprise qui se pose la question de savoir quelle est sa responsabilité pénale, droit d'alerte, pas droit d'alerte, etc. Et puis progressivement, reprise d'activité, surtout après le week-end pascal.
où les salariés eux-mêmes ont parfois sollicité leurs entreprises en disant bon, on veut aussi reprendre. Et donc il y a un découplage entre le déconfinement et la reprise d'activité pour arriver au moment du déconfinement aux alentours de 60% d'activité. Et là maintenant on est dans la phase où effectivement on va avoir peut-être un problème de commande. Mais en tout cas, une période extrêmement difficile pendant laquelle les entreprises ont dû faire face à une adversité totalement inconnue depuis plusieurs générations et la nécessité d'agir et de réagir en fonction d'informations qui pouvaient changer tous les jours. Et moi, je trouve assez remarquable le travail qui a pu être fait dans cette période-là. Et à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu de démarrage et de ce qu'on appelle un cluster de Covid dans une entreprise qui a continué à travailler ou qui a repris. Ce qui veut dire le sérieux des chefs d'entreprise dans la mise en place des mesures sanitaires. Et ça, ils ont en ce sens bien été aidés par leur branche professionnelle, que ce soit la nôtre lui-même, mais aussi, je dirais, toutes les branches professionnelles ont fait un vrai travail. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui sont au contact tous les jours des entreprises, elles les connaissent très bien et elles sont, à mon avis, irremplaçables. Et à toute chose malheur est bon. Pour celles et ceux qui n'en étaient pas forcément persuadés, cela a montré aussi que la Lorraine, la Moselle étaient des terres d'industrie. Et que pour celles et ceux qui voudraient qu'une société de consommation et de services, c'est bien aussi d'avoir des industries dites lourdes dans une région pour être évidemment riche économiquement parlant. Oui, alors moi qui suis ingénieur de formation, quand j'étais jeune ingénieur en fabrication, en son temps, je hurlais quand j'entendais certains grands patrons français, que je ne nommerai pas, dire que l'industrie en France était plus nécessaire, l'industrie de main-d'œuvre, et qu'on aurait les services, on aurait les cerveaux dans notre pays. Voilà, aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y a pas de grand pays sans grande industrie et sans grandes entreprises. C'est peut-être un peu tard, mais néanmoins, c'est au moins le bon côté des choses. C'est que nous avons pris conscience de la nécessité d'avoir une industrie solide et d'être capable d'avoir une certaine autonomie et que en fait, l'industrie irriguait tous les compartiments de la vie française et que finalement, entre l'agriculture qui fournit de la nourriture et l'industrie qui fournit des biens manufacturés, que serait notre vie aujourd'hui sans cela ? Philippe Courqueux, directeur général de l'agence d'attractivité Inspirmes. Donc il y a deux volets, le volet économique et le volet touristique. Du jour au lendemain, toute la vie s'arrête. Comment l'agence rebondit ? Puisqu'il n'y a plus de touristes et il n'y a plus de business potentiel à faire. Il n'y a plus de business, mais il y a énormément d'activités. Et l'agence s'est mobilisée tout de suite, alors en télétravail évidemment, déjà pour répondre à des attentes des entreprises. Beaucoup, dès le départ du confinement, étaient un peu, ça a été dit, sidérés face à une situation. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a fallu écouter aussi leurs attentes. Et très vite, des dispositifs se sont mis en place. Alors, ce sont des dispositifs d'aide d'État, de région, de la métropole. Et en fait, il a fallu beaucoup les informer. Déjà, nous-mêmes, nous tenir informés. Donc là, on a travaillé étroitement, notamment avec la région, mais aussi avec les chambres consulaires, de manière à réunir le maximum d'informations et informer les entreprises de l'ensemble des dispositifs. Donc ça a été côté entreprise, entreprise au sens large, commerce, artisan. Et côté tourisme, bien sûr, dans un premier temps, beaucoup d'annulations, gérer les annulations, gérer les contacts avec les clients, très vite aussi discuter avec les fédérations l'UMI et autres qui ont dans ce domaine-là toute compétence et leur proposer aussi peut-être des adaptations face aux conditions d'annulation, de manière à permettre de mobiliser quand même ultérieurement des clients, des publics potentiels, en les rassurant sur des conditions d'annulation, par exemple. Alors nous verrons avec vous évidemment comment ça se passe maintenant et puis surtout quelles sont les différentes actions que vous menez en partenariat avec un certain nombre de collectivités ou de fédérations pour que cela reparte, que ce soit la relance. C'est le sujet de la relance. Isabelle Toufani, avant la relance qui est prévue plutôt pour la rentrée, j'allais dire la grosse artillerie va arriver après l'été. D'abord, la fédération s'est mobilisée comme jamais pour proposer ce qui était indispensable. Évidemment, ce sont les kits sanitaires, les équipements personnels. Tout à fait. De protection individuelle, les EPI. Notre objectif a été de pouvoir offrir à un maximum de commerçants des kits sanitaires pour pouvoir être à l'aise dans la réouverture de leur entreprise. Donc on a fourni 700 kits, plus de 700 kits de pays en fait, d'équipements personnels
donc avec des masques, avec des visières, du gel hydroalcoolique, pour que les gens puissent se sentir à l'aise et rassurer les clients. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier, si vous voulez que des clients viennent dans vos commerces, il faut les rassurer sur les normes sanitaires que vous mettez en place. 700, c'est beaucoup, qu'on ait une idée? Alors, pour vous donner une idée, la Fédération des commerçants de Metz, c'est 100 adhérents sur une volumétrie complète de plus de 2000 commerces, sachant que la Fédération des commerçants était plutôt ciblée marché de Noël, mais qu'on devient de plus en plus la Fédération des commerçants de tous les commerçants et de tous les quartiers de Metz. Donc 700 commerçants ont été pourvus, vous l'avez proposé à peu près au double, donc c'est plutôt un bon retour. Là aussi, peut-être, un peu comme le disait Hervé Bauduin pour l'industrie, c'est de montrer que la Fédération des commerçants est aussi quelque chose qui pèse, qui compte et qu'on attend beaucoup d'elle. Alors, très clairement, la Fédération des commerçants, elle a plusieurs rôles, mais notamment un rôle pour soutenir les commerçants, un rôle d'animation et un rôle de fédération. Le but, c'est de ne pas faire tout seul, mais de déléguer aux différents quartiers et d'avoir une synergie très très forte et de pouvoir anticiper sur les événements et notamment accompagner la relance économique. Liliane Lint l'évoquait tout à l'heure, la présidente de la Chambre de métier, sur le fait de rassurer aussi. Et vous, est-ce que vous avez été confronté à cela, que ce soit à la fois pour les commerçants qui souhaitaient ouvrir ou pour la clientèle? Est-ce que vous avez fait un peu de calinothérapie, sans être péjoratif? Oui, il fallait rassurer, parce qu'on l'a vu tout de suite, dès qu'on a mis en place les mesures sanitaires, 99% des clients qui entraient dans les commerces étaient ravis de la mise en place de ces normes sanitaires exigeantes, port du masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation, mais ils ont complètement adhéré. Ça a rassuré également nos équipes. Mais nonobstant ce fait, on n'avait quand même que 50% de flux clientèle les 15 premiers jours. Il ne faut pas oublier que les 2 premières semaines de réouverture... Dès le 11 mai. Dès le 11 mai, 50% des flux clientèle. En revanche, dès que les restaurants, bars ont réouvert, on a vu s'accroître le flux clientèle. On est monté à peu près à 80% de ce qu'on avait précédemment. Donc une perte de 20% de flux, parce qu'en fait, le centre-ville, le commerce, c'est une vie global. Tout s'enchaîne. Il y a le commerce, il y a la restauration, il y a la culture aussi. Il y a le fait, ce que disait Philippe, c'est d'être dans une ville vivante où il se passe plein de choses. Aujourd'hui, donc, 80% du flux, vous l'estimez, est revenu. Oui. Comme le disait Fabrice Ginter en introduction, est-ce que 80% du flux, ça veut dire que vous avez retrouvé 80% du chiffre d'affaires dans les commerces messins? Alors, ça dépend des commerces. Puisqu'en fait, alors c'est très clair, on a les commerces de l'équipement de la maison qui sont en forte progression, équipement de la personne au niveau chaussures, au niveau beauté, qui sont en forte expansion également. Tout simplement parce que les enfants, pendant le confinement, ils ont les pieds qui ont continué à grandir. Les enfants ont grandi, donc la confection enfantine également. Ils n'ont pas eu les pieds confinés. Et puis la beauté, parce que voilà, on a fini nos produits de beauté. Vous avez tout usé. On a tout usé, il faut s'en racheter. En revanche, tout ce qui est confection féminine, confection masculine, souffre beaucoup encore actuellement, vraiment. Mais est-ce que les personnes qui viennent en ville, puisque quand on vient en ville, on y vient aussi parfois pour le plaisir et pas uniquement pour consommer, est-ce que la transformation en achat est normale, plus forte qu'à l'accoutumée, celles et ceux qui viennent dans les commerces? Oui. En fait, on n'a pas le chaland qui vient juste pour se promener. Le client qui vient, il vient pour consommer. Donc on a ce qu'on appelle des taux de transformation qui sont à plus de 50% par rapport à ce qu'on avait avant. En gros, auparavant, c'était 20% de clients qui entrent dans un magasin qui consomment. On est passé à 35, voire 40%. Donc le client vient, il vient pour consommer. Hervé Bauduin, quelle est maintenant l'activité? Vous nous avez dit qu'à partir de ce week-end pascal, ça repartait petit à petit, que les industriels lorrains et mosellans avaient repris leur activité. Aujourd'hui, mi-juin, presque plutôt fin juin, où en est-on précisément? On doit être à peu près à 70-80%. Mais ça va être extrêmement variable selon les secteurs. Si effectivement on parle de l'industrie de manière générale, vous le savez, pendant cette crise, elles ont été différemment affectées. Certains secteurs ont très bien fonctionné dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans la chimie par exemple des contrastes très forts entre les entreprises qui étaient pratiquement à l'arrêt et d'autres qui étaient en surcharge. Et dans nos métiers, c'était un petit peu la même chose. Aujourd'hui, ce qui est aéronautique, électricité, automobile
est encore loin d'être à un niveau d'activité correct, puisqu'il a fallu pour un certain nombre de mécaniciens attendre le démarrage des chantiers, puisqu'il y a aussi beaucoup de fournitures. Et l'inquiétude, elle est maintenant surtout pour la rentrée, c'est-à-dire quand on aura épuisé le stock de commandes, et si effectivement les grands donneurs d'ordre ne reprennent pas un rythme suffisamment important, en particulier l'automobile qui est très importante dans la région, l'aéronautique aussi, mais dans une moindre mesure. Nous ne sommes pas dans ce domaine l'une des régions les plus tournées vers les métiers de l'aéronautique. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans l'industrie automobile, j'avais cru comprendre en échangeant avec de grands noms de groupes automobiles que l'on connaît bien dans la région, que ça fonctionne plutôt bien. Oui. Donc les commandes sont là. Donc est-ce que pour ce secteur au moins, on peut être, et notamment pour tous ceux qui concernent la Moselle, puisqu'on a de belles usines ici, où la liaison est bonne, est-ce que c'est plutôt encourageant ? C'est encourageant. Alors maintenant, il faut voir si ça va être un effet d'aubaine lié aux mesures gouvernementales pour aider. Mais en tout cas, effectivement, c'est encourageant. Mais dans l'automobile, et compte tenu de la taille des entreprises de notre territoire, il faut absolument regarder le marché mondial. Oui. Nous avons ici des grands équipementiers, si je prends par exemple ThyssenKrupp Presta, qui fait quasiment totalement son chiffre d'affaires à l'exportation, notamment vers l'Allemagne. Donc, l'industrie ne peut pas simplement se fier et regarder les chiffres nationaux. Et nous devons effectivement regarder quelle est la situation au niveau international. Et puis il y a effectivement les stocks sur parc qu'il faut écluser. Donc je pense que pour l'activité automobile, on verra certainement beaucoup plus clair dans quelques mois, en septembre ou en octobre, pour voir si, le mouvement est durable et si effectivement il y a une reprise au niveau mondial. Je pense que on a peut-être encore un phénomène d'attente. Le risque d'avoir une rechute ou un retour du virus fait que peut-être certaines personnes retardent encore leur achat. Je crois qu'il faut qu'on attende encore quelques semaines avant d'avoir une meilleure vue de la situation, en se posant la question de savoir si nous allons vivre un L, un V ou un U. Alors expliquez-nous. Alors le L, c'est une récession qui est durable, c'est-à-dire on est tombé et on reste pendant longtemps à un niveau bas. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus médiocre. C'est la plus terrible. Oui. Le V, c'est on est descendu vite et on remonte très très vite. Ça, c'est très optimiste. Et le U, ça va être un peu plus long. Après, il y a la largeur du U. C'est ça. Toute la question est de savoir quelle est la largeur du U. Je pense que le U est probablement la version, en tout cas, c'est ce que nous disent les spécialistes, la version que nous allons connaître. Maintenant, est-ce que le U va s'étaler sur 18 mois ou sur 2 ans et demi ? La grande question est là parce que les conséquences sociales ne sont pas les mêmes. Thierry Ledrich, pour le TP, vous faites le même constat qu'Hervé Bauduin, c'est-à-dire qu'il y a de l'activité aujourd'hui, mais ce que vous craignez, c'est lorsque vous aurez épuisé les contrats et les chantiers en cours, ce sont les nouvelles commandes, c'est-à-dire pour le 3e ou 4e trimestre de cette année. Oui, effectivement. Au niveau des statistiques, on a été très près des éléments de monitoring parce qu'on a une cellule propre à notre profession, la CERC, et ça nous a permis de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près 80% de notre activité nominale dans le Grand Est, avec plus de 95% des chantiers qui sont ouverts dans le BTP. Donc effectivement, c'est là, ça a repris. Et puis je pense que les toutes dernières mesures prises récemment, que ce soit la réouverture des écoles ou autres, vont permettre de bientôt franchir le cap des 100%, en tout cas on l'espère. Mais aujourd'hui, on a effectivement un rythme, je dirais, normal, donc vraiment une offre qui est là et qui permet de vider un petit peu les carnets de commandes qui ont été établis. Ce d'autant plus qu'on était quand même dans une année d'élection municipale qui, de manière très cyclique, tous les 6 ans, conduit à une baisse d'activité d'environ 20%. Ça s'est cumulé avec l'effet du Covid, où on a encore reperdu 15-20%, et aujourd'hui, effectivement, chiffre d'affaires diminue et vide le carnet de commandes. On a eu une guerre sanitaire dont on a gagné la première bataille. Maintenant, c'est un peu une guerre économique qui va s'ouvrir devant nous et pour lesquelles il faut absolument que la commande publique soit relancée, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Vous êtes à 80% à peu près du taux nominal d'activité, vous vous en satisfaisez, mais c'est cette mais, c'est que, je dirais, aujourd'hui, on est clairement sous perfusion, et qu'est-ce qui va se passer quand on va débrancher un peu partout ? Est-ce que les gens vont pouvoir gérer leur convalescence plus ou moins longue, comme on l'a vu, en V, en U,
quelle que soit la forme. Comment va être aussi le retour à la normale, parce qu'un certain nombre d'entreprises ont bénéficié de prêts, d'avances de trésorerie et tout ça. Donc comment tout ça va être remboursé? Il faut rembourser un certain Faut-il moment. rembourser? Comment? Sur quelle échéance? Quelles sont les capacités d'entreprise à reprendre? Parce que si on leur demande de rembourser du jour au lendemain, ça ne passera pas. Si par contre elles ont la possibilité d'étaler sur 2-3 exercices, de faire du pluriannuel, c'est peut-être quelque chose enfin, je pense que c'est la solution pour pouvoir passer ce mur qui arrive à grande vitesse face à nous. Philippe Courqueux, oui. L'agence d'attractivité Inspirmes a repris, comme tout le monde, j'allais dire. Quelles ont été les premières missions, les premières actions de terrain autres que ce que vous avez fait de manière confinée? D'abord, elle ne s'est pas arrêtée. Donc on a vraiment une activité de soutien, mais peut-être pour vous donner un élément sur le tourisme en particulier, on note, alors je cherchais la lettre qui pourrait correspondre, mais un vrai rebond. Oui. C'est-à-dire que sur les 2 dernières semaines, on a noté une hausse de la fréquentation physique, donc de personnes qui sont venues à l'Office du tourisme, de plus de 60%. Alors certes, les frontières se sont réouvertes, en tout cas au moins partiellement, mais le tourisme, c'est, je pense, un facteur important, y compris derrière pour le commerce, y compris pour les restaurants qui ont été extrêmement durement touchés. On l'espère pour les hôtels, mais en tout cas, là, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place, ça c'est certain, sachant que durant toute la période de confinement, on continuait à avoir des demandes d'informations, que peut-être on en parlera au niveau de l'innovation, on avait créé des visites virtuelles, c'était très à la mode d'utiliser, alors je ne citerai pas, mais les téléconférences et autres, et bien en fait on a mixé cet aspect-là avec des guides réels qui faisaient et on a eu 400 visites, 400 visiteurs pendant cette période de confinement. Sites et ça continue. Tout à fait. Métropolitain. De sites médecins, c'est-à-dire, oui, c'était la cathédrale, la place de la Comédie, la porte des Allemands. Et là où c'est une innovation durable, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ces visites virtuelles, en fait, sont aussi appréciées par les Allemands qui veulent préparer un voyage et qui, donc, voilà, d'une petite expérience liée à un confinement lié à des contraintes très fortes, finalement, on en fait... Alors, c'est pas ça qui va redynamiser totalement l'ensemble de... Je ne suis pas... Mais c'est juste pour vous donner un exemple là-dessus. En tout cas, une vraie dynamique de reprise. Et on sait qu'à travers le tourisme, c'est le commerce, c'est les restaurants, les hôtels. Et vous sentez que depuis justement l'ouverture des restaurants, qui est assez récente comparée aux autres commerces classiques, vous sentez plus d'affluence dans les locaux d'Inspirmes et de l'Office de tourisme? Oui, on l'a constaté. Alors, je ne sais pas dans quel sens est le lien, mais en tout cas, on constate clairement un afflux de clients. Et ce n'est pas simplement des chiffres. Moi, je vois le sourire des personnes qui sont à l'accueil ou des guides qui se disent, bah voilà, on revient, quoi, en fait. Hein. On avait, dès le 18 mai, réactiver des visites réelles, enfin en tout cas avec des guides en présentiel. Voilà, on a inventé un nouveau mot. On a inventé, utilisons les innovations. Alors, je ne sais pas s'il est encore déjà dans le dictionnaire, mais voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est moins dans le langage courant. Et donc, alors avec toutes les mesures sanitaires nécessaires, donc on limitait à des groupes de 9 personnes, et ben ça a repris. Donc voilà, et c'est comme ça que ça se fait. Ce sont des bons signes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on parle beaucoup d'attractivité vers l'extérieur, mais il faut ici se rendre compte que on a un territoire magnifique, je pense qu'on le sait. Des gens, quand ils viennent de l'extérieur, ils ont un effet waouh, c'est un peu trivial comme terme, mais c'est un peu la réalité de voir. Soyons fiers. Soyons fiers, exactement, mais aussi redécouvrons notre territoire. Il y a énormément de choses à faire. Se promener sur les bords de la Moselle, sur les berges de la Seille, marcher à pied, enfin à vélo, le petit train aussi, c'est un bon moyen aussi de redécouvrir et visiter la cathédrale, le centre Pompidou, le musée de la Cour d'Or, qui est gratuit encore pour un bon bout de temps. Isabelle Toufani, Philippe Courqueux parlait du sourire qu'il voyait s'afficher sur les visages des personnes qui fréquentent Inspirmes et notamment l'Office de tourisme. Vous, à la Fédération des commerçants, vous allez donner le sourire, redonner le sourire aux clients, puisque pour parler justement de la dernière partie, de la relance du rebond, vous allez proposer justement un rebond d'achat, puisque c'est en jouant un peu sur le portefeuille que vous espérez faire revenir une masse plus importante de consommateurs en ville.
Tout à fait, tout à fait. On lance donc à partir du 1er juillet pour les clients une offre qui s'appelle relance et rebond d'achat pour relancer l'activité commerçante. Donc en fait c'est en lien et en partenariat avec la ville de Metz. 500 000 euros donc ont été mis sur la table. Ces 500 000 euros représentent 25% d'abondement. Donc ça va générer 2 500 000 euros d'achat. Donc pour les clients, c'est assez simple. À partir du 1er juillet, sur un site qui s'appelle Metz Rebond d'achat, Rebond Metz, et ils peuvent acheter des bons d'achat. Alors les bons d'achat sont sécables de 10 euros à 150 euros, mais à partir de 10 euros, le client ne paye que 8 euros et on lui offre 2 euros. Et jusque 150 euros, 120 euros payés par le client, 30 euros offerts par la ville de Metz. Et donc nous accompagnons les commerçants. Et hier soir, nous sommes à 138 commerçants inscrits sur le site. Le but étant d'en avoir au moins 700 pour donner de l'attractivité et une grande dimension à cette offre. Il ne faut pas oublier que c'est les commerçants de Metz, donc qui vont offrir cette opportunité à tous les clients, pas que les clients messins, les clients de la région, mais les clients aussi d'autres régions, puisque c'est valable aussi chez les commerçants de métiers, par exemple de bouche aussi, les restaurateurs, les bars, voilà, pour créer vraiment une dynamique. Les hôtels également peuvent s'inscrire sur ce site. Donc vous comptez énormément sur ce rebond d'achat pour faire repartir la consommation. On verra dans quelques instants avec vous la deuxième lame de ce rebond pour le mois de septembre. Thierry Ledrich, pas de rebond d'achat dans les TP. En revanche, ce que vous espérez, c'est qu'il y a un rebond des commandes, puisque vous dites il y a de quoi faire, si je puis me permettre. Il y a des travaux possibles, mais les commandes ne sont pas là. Oui, ben, comme on l'a dit, donc aujourd'hui les appels d'offres c'est environ 50% du niveau nominal. La réservation immobilière c'est moins 45% par rapport à l'année dernière à la même époque dans le sillon lorrain. Donc aujourd'hui qu'on extrapole un chiffre d'affaires réduit d'un tiers avec des pertes très significatives qui sont sans proportion avec la marge actuelle du secteur habituel qui est de 3%. Et ça, c'est sans parler un petit peu du dégât social, c'est-à-dire de la génération des jeunes diplômés, des apprentis qui pourraient être potentiellement sacrifiés et que nous devons évidemment de soutenir. Donc pour ça, il faut une relance très forte. Et la relance, c'est pas seulement, je dirais, la reprise des programmes qui étaient prévus, qui vont même dans certains cas être accélérés. Les grands maîtres d'ouvrage publics, que ce soit la DIRES, les conseils départementaux, et tout ça confirme qu'ils ont pour objectif d'ici fin 2020 de réaliser le chiffre d'affaires initialement prévu sur l'année. Mais c'est vraiment ce qu'on a appelé un peu un New Deal de la construction. C'est finalement redonner un coup de punch pour des infrastructures dont on sait qu'elles en ont besoin. Et donc aujourd'hui, remettons-les au centre du débat. On parle donc de l'entretien du patrimoine d'infrastructures, donc comme par exemple les routes, les canalisations. Il faut savoir qu'il y a environ 20% de l'adduction d'eau qui fuit dans le sol chaque année, 1 milliard de mètres cubes. Donc on parle de transition écologique et tout, profitons-en. Les ponts, environ 10% des 300 000 ponts français ont besoin d'un entretien. Un pont est fermé tous les jours. Donc les points sont identifiés, les problèmes ne sont pas toujours financés. Parce que dans certains cas, des dotations sont là et ne sont que partiellement consommées, notamment dans les petites communes qui n'ont pas l'encadrement et les moyens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, c'est également cette épidémie, cette pandémie a permis de révéler finalement une méconnaissance peut-être des projets à relancer et la nécessité d'une grande ingénierie publique locale pour aider les petites communes, pour, je dirais, rendre possible ce qui aujourd'hui est simplement dans les cartons. Et puis après, on peut être créatif. Je vais prendre l'exemple de la 31 bis dont on parle depuis des années. On sait très bien qu'il va encore falloir une grande démarche administrative pour arriver au bout, un certain temps pour lancer la 31 bis. Mais aujourd'hui, rien n'empêche, par exemple, de faire ponctuellement des créneaux de dépassement 2x3 qui, évidemment, s'inscriront ultérieurement dans le projet, mais permettraient une mise en sécurité de la 31 existante, au même titre qu'on fait des réfections de chaussées
avancée comme on l'a actuellement sur Metz, par exemple. Donc, il faut réfléchir. Et cette démarche a été faite, il faut le souligner aussi un peu avec la région, dans le cadre du Business Act de la région Grand Est, qui a réuni environ une vingtaine de groupes de travail des différents secteurs d'activité pour réfléchir justement à ce plan de relance, à ce New Deal, qu'il est indispensable de mettre en œuvre très rapidement, donc probablement avec plutôt des projets d'entretien que des projets neufs, parce qu'il faut que l'effet se fasse sentir dès l'année prochaine. Et puis, pas de chance, le Covid, ou la Covid, puisqu'il a changé de sexe depuis peu, est arrivé au printemps où en plus les jours étaient cléments, la météo était particulièrement clémente, donc là il y avait des chantiers qui ont pris un peu de retard et vous auriez pu travailler. C'est mal tombé. C'est mal tombé, c'est aussi pour cela qu'actuellement on a encore des chantiers, on l'a dit tout à l'heure, le problème c'est plutôt la fin de l'année, et donc actuellement les entreprises travaillent avec des heures sup. Hervé Bauduin, pas de rebond d'achat à l'UMM Lorraine, dont vous êtes le président, mais une charte du rebond industriel. Donc on est véritablement dans cette évocation plutôt du V, je préfère le V puisque ça semble être plus bondissant. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit dans un premier temps de dire notre avenir nous appartient. C'est la première réflexion, c'est de se dire finalement les industriels sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin pour leur avenir. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit, ne faisons pas comme d'habitude, ne laissons pas d'autres personnes décider de notre avenir à notre place. Je ne vous demanderai pas qui, mais je crois que tout le monde a bien identifié. Non, mais ça n'est pas dit d'une manière sarcastique ou méchante, c'est un simple constat. C'est dans notre pays très jacobin, on n'aime pas trop demander à ceux qui font ce qu'il faudrait faire pour eux. Et c'est valable aussi au sein de l'entreprise, je pense qu'il faut aussi le reconnaître dans les pratiques managériales. Donc nous nous sommes dit, créons notre propre charte et surtout montrons que nous ne sommes pas attentistes. Les chefs d'entreprise ne sont pas des gens qui attendent que tout leur tombe du ciel. C'est dire que pouvons-nous aussi faire nous-mêmes et à quoi pouvons-nous contribuer. Donc, en quelques points, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte du rebond industriel ? Alors, la toute première, le préambule de cette charte, c'est de dire, avant de parler d'un rebond, de relocalisation, etc., il y a deux conditions fondamentales à respecter. La première, c'est de ne pas mourir, parce qu'un corps mort ne rebondit pas. Et la deuxième, c'est d'avoir les ressources pour rebondir, c'est-à-dire de ne pas perdre les compétences qui sont les nôtres. Ne pas perdre les compétences qui sont les nôtres et surtout continuer à préparer celles dont nous aurons besoin, parce que quand bien même nous pourrions être aidés économiquement, quand bien même toutes les conditions seraient réunies sur le plan économique et financier pour que nous puissions rebondir, si nous n'avons pas les compétences, nous ne pourrions pas le faire. Donc continuer à avoir des apprentis dans les filières, des personnes dans les écoles spécialisées, etc. etc. Oui, et puis ensuite donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'engagement et nécessité de rebond ? C'est traiter la partie financière, faire en sorte que les entreprises aient la capacité à franchir la période difficile, et ça va s'accompagner de mesures comme celles qui sont en cours de décision au niveau du gouvernement, le processus ARM, qui est directement inspiré du manifeste signé par l'UMM et les principales organisations syndicales de la métallurgie. Comment fait-on pour aider les entreprises à conserver les compétences dans les moments difficiles, dans les moments où l'activité va être moindre ? Ensuite, comment fait-on pour que les fonds propres des entreprises soient suffisamment importants pour qu'elles puissent continuer à investir, c'est-à-dire ne pas accumuler un retard par rapport à la compétition étrangère parce que nous n'avons plus les capitaux pour le faire ? Comment elles peuvent faire aussi pour exporter ? C'est une de nos faiblesses. Quand on regarde nos voisins allemands, ils font ça très très bien et ils ont su aussi faire des acquisitions et avoir la taille qui leur permet de le faire. Donc les finances, les fonds propres. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Peut-être que le fameux PGE pourrait être transformé en un prêt au remboursement long, au point que ce soit des quasi-fonds propres. Donc ça, c'est effectivement un des premiers points. Les compétences. Donc les compétences, c'est la formation, effectivement, les jeunes, les apprentis, la formation continue, mais aussi, pourquoi pas, se poser la question du partage des compétences, c'est-à-dire sur un bassin d'emploi, comment pourrait-on faire ensemble ? Et c'est ce que nous a appris cette crise, c'est-à-dire finalement on est plus fort ensemble et il faut arrêter de penser avec nos corporatismes. Pourquoi ne pas imaginer que sur un territoire, pendant une période difficile, soit pour l'ensemble de ce territoire, soit pour certaines activités de ce territoire, on puisse former des salariés d'entreprises qui vont se former à des métiers qui peuvent être utiles à l'ensemble de ce territoire et faciliter aussi les mutations technologiques. Donc l'idée, c'est la solidarité pour conserver absolument les compétences localement.
Et puis, effectivement, après, il y a tout ce qui va toucher les simplifications administratives, le foncier. Si j'ai un projet, que je veux agrandir mon entreprise, que je veux installer un nouveau bâtiment, comment fait-on pour qu'on n'exploite pas toujours les délais de réponse au maximum, mais qu'au contraire, on les raccourcisse, que le chef d'entreprise ait un guichet unique. Voilà ce type d'action, effectivement, et une solidarité également régionale, une solidarité entre entreprises pour favoriser, dans un premier temps, l'approvisionnement local, mais pas de manière caritative, c'est-à-dire une solidarité qui se traduit par une aide pour que l'entreprise devienne compétitive, pour que cet approvisionnement local soit pérenne. Donc tout cela est porté par l'UIMM au niveau national et descend ensuite dans les régions et porté par vous-même, dont vous êtes le président. Philippe Courqueux, le rebond à l'agence Attractivité Inspire-Metz, ça rime avec communication aussi et beaucoup. La relance passera par des campagnes multiples pour faire revenir. C'est vrai, il y a beaucoup de communication et je vais le préciser, mais dire aussi, puisque on sait que des difficultés vont perdurer pour des entreprises, donc la notion de soutien va être importante encore pendant un long moment, et l'adaptation de dispositifs existants, et puis peut-être d'autres qui viendront, sont aussi des choses qui sont importantes. Alors, en termes de rebond, la communication est importante. Donc là, on a travaillé avec des acteurs du marché, la Fédération des commerçants, avec sa présidente notamment, avec la Chambre de commerce et de l'industrie, vous receviez tout à l'heure Fabrice Genter, et également avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, notamment pour bien cibler nos axes de communication. Donc on a d'abord lancé une campagne commerce 1, commerce 2, chaque fois alors avec de vrais commerçants et montrant les atouts de notre territoire. Et quand on parle de territoire, ce sont bien les 44 communes de la métropole. Donc on fait une campagne forte, à la fois d'affichage et sur les réseaux. Et puis derrière, on a un troisième volet sur l'image, visant vraiment, alors bien au-delà de notre territoire, à faire revenir ou faire venir des touristes. Et on espère qu'on aura un quatrième volet, et on l'aura sur l'aspect événementiel, parce que l'événementiel, il y a beaucoup de choses d'abord qui perdurent ou qui vont se faire, et puis on espère bien que ça va reprendre également. Isabelle Toufani, on a beaucoup évoqué la relance du mois de septembre. Alors comment vous allez vous y atteler à cette relance à la Fédération des commerçants pour qu'il y ait cet effet rebond en V? Alors en effet, on a parlé du bon d'achat de 25%, mais il y a une autre phase, c'est l'accompagnement à la révolution numérique. On s'est aperçu pendant le confinement que on a vu plusieurs marketplaces qui ont vu le jour au sein du territoire, donc c'est très très intéressant. Et en même temps, on a un territoire qui est grand, qui est très attractif, et il faut démontrer ce qu'on appelle sa désirabilité. Et en quelques chiffres, on a vu que sur le territoire français, on a par exemple, même les plus de 65 ans en fait, un tiers d'entre eux ont passé pour la première fois une commande en numérique pendant le confinement et ont décidé de continuer. Donc en fait, la transition numérique, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Donc on travaille à la mise en place avec l'agence, à mettre en place une vraie marketplace et une vitrine pour l'ensemble des commerçants. Qu'est-ce que vous entendez par une vraie marketplace? Alors une marketplace qui permette de vendre des produits, mais pas que. L'idée, c'est d'avoir une vitrine où quand je vais sur un site, je vois les 2000 commerces messins par activité, avec des offres qui vont pouvoir s'inscrire directement sur le site. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, d'être adossés à une marketplace et de vendre leurs produits en ayant un opérateur logistique commun pour avoir une qualité de l'offre et de l'opérationnel qui soit pérenne. Le problème de la marketplace, c'est toujours pareil. C'est la logistique, c'est tout ce qu'on y adosse derrière. Et d'avoir une communication globale. Accroître la désirabilité, c'est faire en sorte, oui, de vendre par du numérique, mais pas que. De montrer que le territoire des commerçants messins, c'est plus de 2000 commerces. D'accroître la zone de chalandise, comme on dit, qui actuellement est à 40 km et on pourrait aller la chercher beaucoup plus loin. Bon, évidemment, on vous invitera lorsque cette marketplace sera prête pour nous la présenter. Thierry Ledrich, en quelques mots, quels enseignements vous tirez de cette crise et qu'est-ce que vous espérez pour le monde de demain dans votre secteur d'activité du TP? Je dirais, c'était Nietzsche qui le disait, tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
Et on va tirer effectivement le bénéfice de ces expériences, une grande solidarité renforcée, une volonté aujourd'hui de recréer du lien. Je veux dire, notamment, je pense aux différents comités de suivi qu'on a eus sous l'égide des préfets de département régulièrement, ont permis un petit peu de parler, d'échanger de manière apaisée sur les dysfonctionnements. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de réformes ont été lancées dans notre pays, dans le secteur du BTP, et qu'elles n'ont pas forcément, elles ne sont pas arrivées à maturité à terme. Et il y a ces 2-3% d'efforts supplémentaires qu'il va falloir relancer pour que aujourd'hui on transforme, je dirais, l'essai et qu'on mette l'huile dans les rouages nécessaires pour que tout coule plus doucement. En tout cas, on est content d'avoir été acteur de la vie de la cité et on espère, comme on le dit, que lorsque le bâtiment va, tout va. Hervé Bauduin, alors sans lire dans vos pensées, vous, comme enseignement, vous dites qu'on s'est rendu compte que finalement on avait bien besoin des chefs d'entreprise et qu'ils avaient beaucoup œuvré pendant cette crise. Absolument, et je crois que c'est reconnu par les sondages, y compris par les organisations syndicales. Beaucoup de chefs d'entreprise ont su faire ce qu'il fallait. Je pense que les grands enseignements sont... Fabrice Anter et Bernard Nucci en ont donné deux. Un, notre région est une grande région industrielle. Il ne faut pas s'arrêter aux fourneaux qui se sont arrêtés. Nous sommes la 3e région industrielle de France et extrêmement bien placée au corps de l'Europe industrielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et l'enseignement que nous pouvons en tirer, et Fabrice Anter l'a dit tout à l'heure, ça doit être l'union sacrée. Je pense qu'il faut passer au-delà de nos corporatismes. Et on a vu, et nous en sommes la preuve finalement aujourd'hui, que nous avons beaucoup de choses nous rapprochent. Beaucoup plus de choses nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Et ça, c'est extrêmement important avec ce sentiment territorial fort qu'il n'est pas honteux de mettre en avant. Et le troisième enseignement que nous pouvons tirer de cette crise, c'est que l'atout numéro 1 et le bien le plus précieux que nous pouvons avoir, ce sont les femmes et les hommes. Et c'est ce que nous avons vu. Là où ils avaient envie de travailler ensemble, ils l'ont fait, ils ont surmonté les difficultés. Et ça, c'est l'enseignement principal. Avant la technologie, avant le 4.0, dont il faut évidemment parler, d'abord, les femmes et les hommes, ce sont eux qui construisent le monde de demain. Ce sera sur cette conclusion pleine d'optimisme que s'achève le monde de demain. Merci Hervé Bauduin, Philippe Courqueux, Monsieur Thierry Ledrich et Isabelle Toufani. On se retrouve pour une nouvelle édition du monde de demain le 8 juillet. À bientôt.